Dans Solo Leveling, après que Jin ait demandé pourquoi les dirigeants continuaient d'envoyer les habitants du chaos sur Terre, Regia explique qu'ils se préparent à une guerre et qu'ils ont l'intention de transformer ce monde en champ de bataille afin d'affronter à nouveau les monarques. Ne comprenant pas, Jin se demande comment envoyer des monstres sur Terre la transforme en champ de bataille. C'est simple, répond Regia. Tout cela sert à injecter de l'énergie magique dans le monde de Jin. Si les monstres étaient des calamités engendrées par les portails, l'énergie magique était une bénédiction des portails. Non seulement les chasseurs le pensaient, mais aussi la plupart des civils. Les cristaux et les pierres magiques, ces objets imprégnés d'énergie magique, constituaient les plus grandes sources d'énergie du monde, mais ils n'étaient en réalité que des bases pour la guerre. Regia explique qu'il n'y a pas de meilleur moyen de propager une puissance inexistante que d'utiliser le sang de ceux qui possèdent déjà du pouvoir. C'est pourquoi les dirigeants ont décidé d'utiliser leurs captifs. La densité d'énergie magique augmente de jour en jour, c'est-à-dire que le fruit cultivé provient du sang des monstres. L'énergie magique renforce le monde. Le plan des dirigeants est de créer un monde assez puissant pour résister aux effets de la guerre. Et par guerre, il entend un nouvel affrontement entre les monarques et les dirigeants. Bientôt, le monde de Jin deviendra un véritable enfer. Il lui dit qu'il n'y a plus de temps, car une fois qu'il sera su qu'ils ont établi un contact, les monarques et les dirigeants interviendront. Il est même possible que les envoyés des dirigeants aient déjà commencé à bouger, car il dit depuis un moment qu'il le cible. Jin demande pourquoi, et le monarque lui répond « Tu ne sais vraiment rien ». Il lui explique que le pouvoir que Jin possède ne lui appartient pas vraiment. Le fait qu'il le détienne prouve que le propriétaire original a trahi les monarques, ce qui fait de Jin un ennemi aussi bien pour les monarques que pour les dirigeants. Jurant de se battre à ses côtés, Regia lui demande s'il l'aidera. Cependant, Jin répond que s'il doit combattre à ses côtés, il vaudrait mieux le transformer en soldat de l'ombre. Soudainement, Regia est alarmé. Pendant une seconde, il semble vouloir dire quelque chose d'important. Il explique alors au monarque des ombres que monarques et dirigeants possèdent des corps spirituels. Ces corps spirituels sont détruits lorsqu'ils sont tués, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être transformés en ombre. Par conséquent, il ne peut pas devenir un soldat de Jin. Il demande encore une fois à être libéré. Jin, comprenant enfin, ne peut s'empêcher d'éprouver un sentiment d'inquiétude, comme si quelque chose clochait. Il s'approche avec son poignard, tandis que Regia exige d'être détaché. Jin lui demande encore une fois s'il est de son côté, ce à quoi Regia répond « Bien sûr. Si tu m'aides, je t'aiderai aussi. » C'est un accord juste et absolu entre deux monarques. Il regarde sa main libérée et jure que l'espace d'un instant, il l'a vue. Avant de briser la deuxième chaîne, Jin se tourne vers lui et demande « Es-tu du côté de l'humanité ?» Le monarque reste silencieux et Jin questionne « Pourquoi ne réponds-tu pas? Est-ce à cause du serment d'honnêteté ?» Le cristal incrusté à l'arrière de son cou. Tant qu'il est là, il entend la voix des dirigeants lui ordonnant de tuer tous les humains, comme les autres monstres. Serrant les dents, Regia attrape Jinwoo, mais ce dernier esquive, disant « Oublie l'accord, c'est trop dangereux de te garder en vie. » Il plonge son poignard dans la poitrine du roi géant, car Regia pourrait devenir une calamité. Cependant, ce dernier dit au monarque des ombres qu'il se trompe. La calamité, ce n'est pas moi, mais Sung Jinwoo. Donnant à Jin un regard perçant, il tente soudainement de lui mordre le crâne, mais le monarque esquive et enfonce à nouveau sa lame dans le roi des géants. Regia tente un autre coup, mais Jin l'évite rapidement et l'attaque encore et encore. Affaibli, Regia avertit Jin que les batailles entre les habitants de la Terre et les résidents du monde du chaos deviendront plus intenses, transformant son monde en un champ de bataille brutal. Il dit à Jin qu'il espère que tout ce qu'il veut protéger sera réduit en cendres dans l'enfer de la guerre. Jin lui répond que cela n'arrivera pas et fonce sur le monarque, lui tranchant la tête et mettant fin au règne du maître du donjon. Le système informe Jin qu'il a vaincu le monarque du commencement, Regia, l'un des 9 monarques. En raison de l'énorme quantité d'XP reçue, du temps supplémentaire pourrait être nécessaire. Jin se désole de ne pas avoir pu faire de Regia un soldat de l'ombre, mais il se contente de l'objet magique que son corps laisse derrière lui. Il gagne un grand nombre de niveaux et atteint officiellement le niveau 122. Pendant ce temps, en Amérique, un hélicoptère atterrit et 2 personnes marchent vers la porte d'un manoir. Le chasseur de rang national, Christopher Reed, les accueille, surpris de recevoir des visiteurs aujourd'hui. Il salue le directeur adjoint et Madame Sellner qui lui annonce qu'ils ont une affaire urgente à discuter. Il demande à tout le monde de partir et ordonne à son serviteur de ne laisser personne s'approcher jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Christopher demande la raison de leur venue, assurant que si cela concerne le portail de rang S à l'est, il n'ira pas. Cependant, Madame Sellner lui dit qu'ils ne sont pas là pour parler de ce portail, mais d'un problème encore plus grave.
Elle avertit Christopher qu'il pourrait être tué dans un avenir proche. Dans Solo Leveling, après que Madame Sellner a dit au chasseur de rang Nation Christopher Red qu'il pourrait être tué, ce dernier frappe sa tasse contre la table et lui rappelle qu'il lui est éternellement reconnaissant pour ce qu'elle a fait. Cependant, ils ne sont pas assez proches pour échanger de telles plaisanteries. Il demande alors qui est censé tuer qui. Norma lui explique qu'elle a récemment fait un rêve le concernant. Dans ce rêve, il était entouré par un groupe d'hommes. Serrant les dents, Chris l'interrompt et demande si elle et ses compagnons ont vraiment fait tout ce voyage jusqu'à chez lui, juste pour lui parler de ses rêves. Il dit qu'il sait ce que Sellner faisait avant de devenir une éveillée. Chris souligne que certains pensent qu'elle possède une capacité unique, mais d'autres non, car elle était voyante avant. Affirmant qu'il est un chasseur de rang national, Christopher Red déclare qu'il est impossible qu'il soit tué. Il méprise son rêve et, tout en réfléchissant à cette éventualité, demande qui il est censé aller voir pour obtenir de l'aide. Pense-t-elle vraiment que quelqu'un pourrait protéger un chasseur de rang national? Chris conclut que rien ne peut être fait. Cependant, Sellner lui répond qu'il existe peut-être quelqu'un capable de l'aider, le chasseur Sung Jin-woo. Pendant ce temps, Jin-woo traverse un portail et sait qu'il doit tuer le roi. C'était la bonne décision. La puissance de l'ennemi était écrasante, même scellée par des chaînes spéciales. S'il l'avait complètement libéré et laissé partir comme il le souhaitait, cela aurait été catastrophique. Jin-woo remercie le ciel d'avoir vu à travers le jeu du monarque avant que cela ne se produise. Il se dit qu'il doit devenir encore plus fort. La nouvelle de l'éradication des géants s'est rapidement répandue à travers le monde. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'emballe. Un nouveau chasseur de rang national pourrait être apparu. Contrairement à Jeju, cette fois, ce ne sont pas seulement les Coréens qui le disent. Le géant qui avait traversé la mer a été éliminé par le chasseur chinois Liu Jigang. De son côté, le président de l'association des chasseurs japonais, Matsumoto, s'est rendu aux autorités. Que ce soit pour assumer ses actes ou pour une autre raison, personne ne sait exactement pourquoi. De l'autre côté du globe, dans l'état du Maryland, les chasseurs américains qui ont réussi le raid d'un donjon de rang S s'apprêtent à célébrer lors d'une fête organisée par le gouvernement américain en leur honneur. Vu qu'il s'agissait d'un portail de rang S, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens. L'homme avec la cicatrice au visage est d'accord avec le chauve, dit que le raid s'est mieux passé que prévu. Thomas André, après avoir trouvé où sont les deux chasseurs, leur demande s'ils se souviennent de leur pari. L'un avait misé son yacht, l'autre son manoir. Et qu'avait misé le chauve déjà? Se moquant de lui, Thomas lui dit qu'il a une jolie cravate. Le chauve répète qu'il n'avait rien parié, mais Thomas André sait être persuasif. Il lui demande alors s'il aime sa cravate. Laura, présente à la fête, lui dit que ça ne va pas du tout avec sa chemise hawaïenne. Thomas, d'accord avec elle, jette la cravate et lui demande ce qui ne va pas. Laura lui annonce un problème, la liste des guildes invitées cette année à l'International Guild Conference a été publiée et la Hajin Guild y figure. Thomas est surpris et demande confirmation. Laura lui explique qu'il s'agit de la guilde formée par le chasseur Sung Jin-woo. Avec un sourire malicieux, Thomas répond « Donc, il vient en Amérique ». Et l'histoire continue. Dans Solo Leveling, Jin-woo est frustré de ne pas avoir réussi à vaincre le géant qui a traversé la mer, mais il a tout de même augmenté sa force. Les soldats, stupéfaits, se demandent si c'est bien là la capacité de Jin-woo. Jin-ho, fier, sourit, pensant que quiconque verrait les capacités de Jin pour la première fois serait surpris. S'approchant du vice-maître de guilde avec un téléphone, il dirige Anekawa vers Jin. Cependant, elle lui informe que l'appel est pour lui. Répondant au téléphone, il est saisi par un sentiment de malaise. S'excusant auprès de Jin, il lui dit qu'il doit retourner en Corée. Jin lui demande si quelque chose ne va pas, mais Jin-ho répond qu'il ne connaît pas les détails non plus. Il a un problème familial et doit donc rentrer. Anekawa informe le vice-maître qu'elle va l'escorter jusqu'à la sortie et Jin-ho dit à Jin qu'il partira en premier. Respectueusement, il se demande ce qui a bien pu se passer car il n'a jamais entendu la voix de sa mère trembler autant. Essayant de ne pas trop y penser, Jin-ho se dit que ce n'est peut-être rien de grave. À l'aéroport national d'Incheon, un employé de la famille de Jin-ho lui demande de le suivre car une voiture attend le jeune maître. Jin-ho est confus lorsque l'employé lui dit de se préparer à affronter une dure réalité et qu'il lui expliquera en marchant. C'est une longue histoire. Mais le président Yoo Mi-young-han est entré dans la phase finale du sommeil éternel. Il crie en appelant son père. L'employé dit à Jin-ho qu'il ne doit pas s'approcher trop près. Les chasseurs, incapables de contrôler leur puissance magique, ne feraient qu'aggraver l'état du président s'ils étaient à proximité. Tristement, s'appuyant contre la vitre, Jin-ho se traite de fils inutile jusqu'au bout. Se demandant ce qui se passe, l'employé remet au jeune maître un livre, expliquant que c'est ce sur quoi le président travaillait juste avant de perdre connaissance.
Il l'a gardé au cas où il le chercherait à son réveil, mais l'employé pense que Jin-ho en a plus besoin maintenant. En parcourant le catalogue, les larmes lui montent aux yeux en voyant que son père avait aussi l'habitude de garder les articles de journaux qu'il aimait. Tel père, tel fils, toutes les compétitions, expositions et concours auxquels lui et sa sœur ont participé. Il a tout gardé, même les événements récents. Le majordome dit à Jin-ho que ce n'est pas que le président ne l'aimait pas. Il avait simplement de grandes attentes, tout comme il l'aimait. Il lui dit qu'il devrait rentrer à la maison. Le jeune maître est d'accord. Soudain, il est frappé par un sentiment étrange, tournant brusquement la tête. Il est confus de ne rien voir. Ils continuent donc leur chemin hors de l'hôpital, sortant de l'ombre. Jin-woo apparaît, disant qu'il n'avait pas besoin de pleurer, lui donnant des brûlures d'estomac. Il sort une bouteille d'eau sainte de la vie. Descendant de sa voiture et entre dans l'hôpital, Yoo-jin remarque Jin-woo sur son chemin. Quelque temps plus tard, Myung-han se réveille de son sommeil, accueilli par sa fille stupéfaite. Le président s'interroge sur son réveil du sommeil final, tandis que les médecins restent abasourdis, ajoutant que les médias vont devenir fous quand ils apprendront cela. Observant de l'extérieur, Jin se retourne et s'éloigne, souhaitant à Jin-ho un joyeux anniversaire en avance. Plus tard, Jin essaie de régler les affaires au Japon, mais sa compétence d'échange d'ombre est encore en recharge. Jin se demande ce qu'il devrait faire pendant 2 heures, maintenant qu'il a du temps libre. Il ne sait pas quoi faire et n'a personne à appeler. Enfin si, il pense à Cha. Poussant un profond soupir, il décide de voir s'il peut trouver des donjons sans propriétaire. De retour chez Christopher Reid, qui semble remarquer la présence d'intrus. Et un nouvel arc commence. Christopher Reid se réveille de son sommeil, vêtu de son pyjama. Il se promène dans son manoir, curieux de savoir pourquoi il règne un silence total. Posant sa main sur un verre de vin, il le renverse, provoquant son éclatement sur le sol. Cela rend Christopher mal à l'aise, car il n'y a toujours aucun bruit, même après avoir laissé tomber un verre. Se demandant ce qui se passe, il se tient en haut de ses escaliers et lance un appel. Qui est là? Repensant à ce que le directeur adjoint avait dit, Chris se demande si c'est ce qu'elle avait prédit. Soudain, un homme apparaît et se tourne vers le chasseur. Au même moment, 2 autres apparaissent derrière lui, ce qui le pousse à le demander qui il est. Le blond déclare qu'il ne pourra rien sauver s'il continue à se battre, tout en essayant de sauver les humains, en l'appelant le fragment de lumière brillante. Réalisant qu'il s'agit de la langue des monstres, Christopher se demande ce que cet homme raconte. Cependant, celui-ci fait taire Christopher, lui disant qu'il parle à l'homme là-haut connecté à Christopher. Christopher répond « Ne me prends pas pour un imbécile » et se transforme, devenant un monstre enflammé et déclare qu'il en emmènera au moins un avec lui. Les monarques sont surpris qu'un simple humain puisse utiliser la manifestation spirituelle et il attaque en ordonnant au monstre de mourir, en faisant exploser son manoir avec une attaque dévastatrice. Abonne-toi pour la suite.